dernière vidéo de voilà, de cette série sur l'apparition du billet de banque. Bon, alors je prends un peu plus le temps au début là, et puis après, bon, j'y serai un peu plus succinct. Bon, déjà, se demander quand sont apparus les billets de banque, c'est très compliqué. Les historiens et économistes sont pas d'accord hein, sur quand est-ce que serait apparu ce qu'on appelle un billet de banque. Et déjà à l'époque, personne n'appelait ça directement billet de banque, ça avait d'autres noms. Donc, alors bon, juste pour souligner le désaccord, voilà, il y a des économistes qui pensent que les billets de banque existaient au XIIIe siècle, ils seraient apparus au XIIIe siècle, en Chine notamment. D'autres pensent que c'est dès le IIe siècle, dans une autre région. Bon, du coup, on va pas s'apesantir sur les désaccords sur l'origine du billet, mais en revanche, on va plus parler du consensus qu'il y a sur à partir de quand on commence à dire un truc qui ressemble au billet commence à être massivement utilisé. Voilà. Euh, il ne s'agit pas de savoir quand on a utilisé pour la première fois un billet quelque part, c'est à partir de quand on a vraiment commencé à s'en servir concrètement de manière massive dans certains pays. Donc là, vous avez un consensus hein, pour dire que le billet serait apparu dans trois pays différents, euh, la Suède, l'Angleterre et la France. Alors, spoiler, hein, on va parler de l'apparition en Suède, on va parler de l'apparition en Angleterre. Par contre, on ne parlera pas vraiment de l'apparition en France parce que c'est très compliqué. Bon, j'avais essayé de regarder, mais bon, finalement, je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup pour vous. C'est vraiment très technique. Juste voilà un mot au passage pour que vous en ayez un peu entendu parler. C'est ce qu'on a appelé le système de Law, parce qu'il y avait en fait un homme politique qui s'appelait John Law, et c'est lui qui a mis en place un système qu'on appelle le système de Law en France, qui est à l'origine de l'apparition des premiers billets de banque. Mais bon, c'est un peu compliqué à expliquer, et en fait, juste ce qu'il faut retenir, c'est que des billets sont apparus à cette période-là, cette première invention des billets a déclenché une crise économique, et que John Law a plus ou moins été voilà, enfin, il s'est fait exclure de France, et qu'après, voilà, les banquiers ont eu une très très mauvaise réputation en France, à tel point que les établissements bancaires qui ont été créés à la suite de la faillite du système de Law, euh, eh bien, ne se sont jamais appelés banques. Parce que dans la tête des gens, banque, c'était tellement associé à la faillite du système de Law que les gens avaient une dent contre tout ce qui s'appelait banque. Et là, vous comprenez mieux pourquoi aujourd'hui, bah, il n'y a plus beaucoup de banques qui s'appellent banques en fait dans leur nom. C'est Société Générale, c'est Crédit Agricole, c'est Crédit du Nord, c'est Crédit Foncier, c'est Fiducia, c'est voilà. En fait, aucune banque s'appelle banque aujourd'hui, à part la Banque de France, ou alors je sais pas, il y a peut-être une banque ou deux, il y a encore banque dans le nom, mais voilà, des tas de banques ont abandonné le mot banque pour les définir parce que ça avait trop mauvaise presse en fait. Donc ça, voilà, c'était pour le cas de la France, mais bon, voilà, on le fera pas, mais c'était juste pour que vous en ayez un petit peu entendu parler. Alors du coup, donc pour comprendre ce qu'est un vrai billet de banque, puisque c'est ça le but de ce petit 3, il faut d'abord comprendre ce qu'il était au départ, à savoir un simple certificat de dépôt. Alors qu'est-ce que c'est que un certificat de dépôt? En fait, c'est très simple. Il faut comprendre que le fait d'utiliser des monnaies métalliques, ça avait un inconvénient majeur, c'est que ces monnaies, elles pesaient lourd. D'accord? Donc les pièces d'or, quand vous aviez des grosses dépenses à faire, vous avez acheté des gros trucs, bah, fallait se trimballer les sacs remplis de pièces d'or et d'argent et ça pesait du poids. Donc c'était compliqué à déplacer et en plus c'était très dangereux parce que bah, vous étiez une cible facile pour les brigands. On vous repérait tout de suite avec votre carrosse, avec votre coffre-fort et donc vous ne pouviez pas fuir les brigands rapidement puisque vous étiez avec votre sac d'or. Donc c'était un risque important de se faire détrousser, voilà, qui faisait que les monnaies métalliques étaient un grand problème. Du coup, qu'est-ce qu'ont fait les gens? Ils se sont dit, bon, bah, pour résoudre ce problème, on va en fait déposer nos métaux précieux, nos pièces en or, en argent, on va les déposer chez un espèce de banquier. Alors à l'époque, on n'appelait pas ça banquier, mais voilà, on peut considérer que c'était quasiment la même chose. Ce banquier va garder notre or en sécurité, et en échange, il va nous donner un papier qui précise combien on a déposé d'or et que c'est bien à nous. Donc on appelle ça un certificat de dépôt. D'ailleurs, le terme est tout à fait transparent. Ça certifie qu'on a déposé de l'or chez lui ou de l'argent. Donc donc ce qu'on appelle un certificat de dépôt. Et, euh, Comment dire, alors avec ce certificat de dépôt, eh bien, on pouvait éventuellement régler des transactions avec d'autres gens. Donc on s'échangeait plus que des bouts de papier.
Et l'avantage, c'est que s'il y en avait un avec son bout de papier qui avait envie de récupérer de l'or, il pouvait toujours aller chez le banquier, convertir son papier en or. Mais bon, en fait, les gens ne le faisaient jamais, quoi, puisque c'était beaucoup plus pratique de circuler avec des certificats de dépôt. Alors, cependant, il ne faudrait pas considérer les certificats de dépôt comme des vrais billets. Ça n'en est pas vraiment, en fait, hein. C'est juste, ce que j'explique ici, hein, c'est juste, en fait, un papier qui représente un équivalent en métal précieux. D'accord? Donc, il y a une stricte équivalence entre le montant écrit sur le billet ou sur le certificat et le montant de métaux précieux présents dans les coffres de la banque. D'accord? Donc quand c'est comme ça, quand il y a équivalence entre le stock d'or et ce qu'il y a décrit sur le billet, on ne peut pas parler de vrai billet de banque, parce que en fait la vraie monnaie, ça reste la monnaie métallique. C'est juste un papier qui permet de se faciliter la vie, mais c'est pas de la monnaie encore. D'accord? Euh, pour qu'il y ait pour que le billet de banque devienne une vraie monnaie, en fait, si vous voulez, il faut que sa valeur, la valeur qui est inscrite sur le certificat, c'est-à-dire la valeur faciale, le chiffre qui est écrit sur le billet, il faut que ce chiffre ne soit plus du tout l'équivalent de ce qu'il y a dans du stock en métal précieux. En gros, il faut qu'il y ait plus de billets en circulation que de stock de métal précieux dans les coffres. Et là, en fait, on va avoir affaire à vraiment à des vrais billets. Donc en faisant circuler davantage de papier-monnaie que d'or disponible dans les coffres, le fondement de la valeur du billet change. C'est là, alors ça c'est la partie un peu compliquée, j'espère que vous allez comprendre. Donc en fait, je le dis comme ça, après je lirai ce que j'ai écrit, mais voilà, avant, le billet il avait une valeur parce que il y avait l'équivalent en or quelque part. Voilà. Et quiconque se faisait payer en bout de papier savait que le papier il valait quelque chose parce qu'au pire, il pouvait récupérer de l'or. Donc en fait, le billet, c'était pas une monnaie. C'était juste une espèce d'avantage pratique. Mais la vraie monnaie restait la monnaie métallique. À partir du moment où le billet n'a plus d'équivalent en or, voire même que le billet n'a plus aucune équivalence, c'est-à-dire que vous ne pouvez même pas obtenir du métal précieux en échange, là il devient une vraie monnaie qu'on appelle de crédit, une vraie monnaie de crédit. Ça veut dire que sa valeur n'est plus gagée sur le stock d'or, sa valeur est uniquement fondée sur une espèce de croyance, ce qu'on appelle une convention sociale, c'est-à-dire le fait que les gens accordent de la valeur au billet, donc ce billet a effectivement une valeur. C'est la croyance autoréalisatrice des gens qui utilisent le billet, se disant il a une valeur, donc je m'en sers, donc les autres s'en servent, donc il a une valeur, qui fait que le billet sert vraiment de monnaie. D'accord? Un vrai billet, c'est un billet qui n'a pas de valeur intrinsèque, du coup, puisqu'il n'y a pas d'équivalent en or. On ne peut plus l'obtenir de conversion. Donc ça, c'est ce on appelle ça les monnaies de crédit. D'accord? C'est-à-dire que la valeur fondamentale de la monnaie, c'est la croyance qu'on a dans sa capacité à nous permettre d'acheter quelque chose avec. C'est la croyance collective qu'on a dans le pouvoir d'achat d'un morceau de papier. Bon, j'espère que j'ai réussi à me faire comprendre. Donc, vous lirez ici, hein, j'ai écrit l'équivalent ici hein, de manière rédigée. Donc voilà, le vrai billet, sa valeur, elle est fondée avant tout sur une convention sociale et plus du tout sur un équivalent en métaux précieux. Donc cette déconnexion entre le montant inscrit sur le billet et l'équivalent en métal précieux détenu dans les coffres, le fait qu'il y ait de moins en moins d'équivalent en métal précieux par rapport à ce qui est décrit sur le billet, cette tendance-là va apparaître à plusieurs reprises dans l'histoire, et c'est ça qui va fonder la naissance du véritable billet de banque. Donc on va avoir deux exemples où on va assister à cette déconnexion entre ce qui est décrit sur le billet et le stock d'or, ou le stock de métal précieux en général. D'abord, on va voir ça en Suède. C'est une histoire typique hein, que racontent tous les manuels d'économie monétaire. C'est les premiers billets de la- du baron de Palmstruck en Suède. Alors je vais aller très vite hein, pour, comment dire, pas avoir une vidéo trop longue, je parle trop. Donc en gros, voilà, Palmstruck, hein, pour aller vite, il va essayer de remplacer la monnaie suédoise de l'époque, qui était pas pratique. Les gens se payaient avec des plaques en cuivre de 20 kilos, donc vous voyez bien, c'était quand même pas pratique. Il va essayer de remplacer ça par des billets sous forme de billets papier. Et en fait, donc il va dire aux gens, donnez-moi vos plaques en cuivre, c'est quand même pas pratique, je vais vous donner des certificats de dépôt, puis vous vous paierez les uns les autres avec vos certificats de dépôt en papier, qui sont plus pratiques. Et donc, il va récupérer effectivement énormément de plaques en cuivre, et il va donner en échange plein de billets. Mais il y a un équivalent strict hein, entre les plaques qu'il a et les billets qu'il donne en échange aux usagers. Et puis en fait, bon, comme Palmstruch, il est quand même très intéressé par l'idée de gagner de l'argent, hein, comme tout le monde.
il se dit, tiens, c'est bizarre, finalement, personne me réclame son cuivre, en fait. J'en ai plein dans mes coffres, et puis bah, les gens, ils font leur vie avec le papier, mais jamais ils veulent convertir leur papier en cuivre. Bah, qu'est-ce qui m'empêche, en fait, de prêter l'argent qui m'appartient pas, en fait, de prêter mon cuivre à d'autres personnes qui, en fait, me paieraient un taux d'intérêt pour me remercier? En fait, qu'est-ce qui m'empêche de faire crédit, en fait, du cuivre que les gens mettent en gage chez moi? Bah, rien du tout. Et c'est ce qu'il va faire, en fait. Il va proposer à des gens de leur faire des crédits en leur prêtant les plaques de cuivre que leur ont déposées les autres. Mais comme les plaques de cuivre, c'est toujours aussi embêtant à trimballer, hein, si je parle de manière familière, bah, les gens qui font un crédit, dès qu'ils ont leur crédit, ils redonnent les plaques de cuivre au banquier parce qu'ils n'ont toujours pas envie de se promener avec une plaque de 20 kilos dans la poche. Donc en fait, là apparaît un problème, c'est-à-dire que le banquier est tenté d'accorder des crédits à plein de gens, puisque jamais personne ne veut récupérer son cuivre. Et donc, bah, il va commencer à émettre énormément de papier, d'équivalent en fait de cuivre, mais sur un stock de cuivre qui lui est constant. Donc en fait, il y a une déconnexion entre le stock de cuivre détenu et le nombre de billets en circulation dans l'économie. Et ça va poser un problème parce qu'à un moment donné, le prix du cuivre va varier, il va augmenter, et les gens vont vouloir récupérer massivement leur cuivre pour le revendre et faire une plus-value. Et quand ils vont tous se présenter à la banque, eh bien, bah, il n'y aura pas assez de cuivre pour tout le monde puisque Palmstruck, il a émis trop de billets par rapport au stock de cuivre. Voilà. Donc ça va créer une faillite de la banque suédoise, la Stockholm Banco, et ça va créer un grand bruit. Et donc suite à ça, c'est là, en 1668, ça c'est important, est créée en Suède la Riksbank, pardon, qui existe toujours, qui est la première banque centrale du monde. C'est-à-dire, on a vu les ravages du fait d'accorder des crédits à n'importe qui alors qu'on n'a pas l'équivalent en stock, de stock de cuivre. Eh bien, il faut une banque qui est un peu au-dessus des banques commerciales classiques, qui va surveiller que les banques n'accordent pas trop de crédits, sinon ça crée des crises. D'accord? Et aujourd'hui encore, les banques centrales, elles ont cette fonction-là de vérifier, de réguler l'octroi de crédit des banques qu'on connaît nous, hein, qu'on appelle les banques commerciales, afin d'éviter justement qu'il y ait des crises économiques. Bon, je suis allé vite, hein, vous me pardonnerez, mais de toute façon, tout ça est rédigé, donc vous pourrez le retrouver. Deuxième exemple pour décrire la même chose, à savoir la déconnexion entre le nombre de billets qui sont mis en circulation et le stock d'or, c'est le cas des banquiers orfèvres londoniens. Bon, pareil, j'y vais très rapidement, hein. Donc, bon, c'est en 1640. En gros, le roi Charles Ier, il a des problèmes d'argent, comme beaucoup de rois, souvent d'ailleurs. Et donc, quoi de mieux pour renflouer les caisses de l'État que d'aller voler, en fait, l'or contenu dans une espèce de ce qu'on appelle la Tour de Londres, qui était à l'époque connue pour être une espèce de grosse forteresse où tous les gens, tous les marchands venaient déposer leur or. Donc il a subtilisé l'or qu'il y avait dans la tour, et il a dit à leur propriétaire, bah, si vous voulez que je vous les rende, bah, c'est pas compliqué, vous devez me prêter 40 000 livres, et je vous rendrai votre or. Donc en fait, il force les marchands à lui prêter de l'argent, puisque lui, il a des problèmes d'argent, le roi. Du coup, les marchands, eux, ils sont un petit peu décontenancés. Du coup, ils se disent, bon, bah, c'est simple, on va aller mettre notre argent ailleurs que dans la tour de Londres, puisqu'à chaque fois, le roi, il va se servir et puis il nous fait du chantage. Donc on va mettre cet argent chez une profession très fiable qu'on appelle les goldsmiths, c'est-à-dire en fait ce qu'on appelle les orfèvres. Donc c'est une profession très sérieuse, de gens sérieux, et c'est eux qui vont en fait garder en sécurité l'or des marchands. D'accord? Et en échange effectivement du fait de détenir cet or, les orfèvres vont donner des certificats de dépôt, encore une fois, aux marchands qui déposent leur or, et ils pourront également comment dire, s'en servir pour faire des transactions. Alors je passe rapidement, mais les certificats de dépôt vont en fait être standardisés, il n'y aura plus le nom de la personne qui a déposé l'or, on ne saura plus exactement ce qui a été déposé d'ailleurs, il y aura juste un montant en livres. Et en fait, on se rapproche de plus en plus à ce qui ressemble à un billet de banque, parce que il y a des montants standards, il n'y a pas de nom, ça devient un truc impersonnel. Et donc, les billets, les certificats de dépôt des orfèvres finissent par circuler massivement et servir dans toutes les transactions. Et comme pour Palmstruch, hein, les orfèvres se rendent compte que, ah bah tiens,
personne vient récupérer son or, encore une fois. Les stocks d'or, parfois, il y a une petite marge de fluctuation, les gens viennent en chercher un peu de temps en temps. Mais le stock en lui-même ne descend jamais en dessous d'un certain seuil. Donc, les orfèvres se disent, bah, c'est super, puisque le stock d'or, il nous en reste toujours plein, on va proposer aux gens de leur prêter l'or. On va prêter l'or des autres, on va le prêter à ceux qui en veulent pour leur faire des crédits. Et comme pour les plaques en cuivre, les gens font des crédits auprès des orfèvres. Et les orfèvres, au lieu de leur donner de l'or, puisque c'est un crédit en or, eh bien, ils leur donnent encore une fois des certificats de dépôt. Et donc, en fait, ils émettent des billets, en fait, les orfèvres. C'est comme une banque qui fabriquerait des billets. Alors, la seule différence avec Palmstruch, c'est que les orfèvres, eux, ils sont un peu plus sérieux, un peu plus malins. Ils vont se surveiller les uns les autres entre orfèvres pour éviter que trop de crédits ne soient accordés, parce que sinon, ça augmente le risque de crise. Si on accorde trop de billets, trop de crédits et qu'il y a trop de billets qui circulent, bah, il y a un risque qu'il y ait trop de gens en même temps qui viennent récupérer leur or et qu'on n'ait pas assez d'or pour satisfaire la demande en fait des clients qui veulent récupérer leur or, convertir leurs billets en or. Donc il y aura tout un système très, très sérieux où ils vont se surveiller. S'il y a un orfèvre qui se met à accorder trop de crédits, il se fait exclure du système. Donc voilà. Donc ça va marcher très bien pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'en fait l'Angleterre comprenne que c'était une source de pouvoir d'émettre des billets et décide en fait de fonder la Banque d'Angleterre en 1694, qui va concurrencer le système des orfèvres. Au bout d'un certain temps, il y a davantage de billets qui sont émis par la Banque d'Angleterre, et à la fin, la Banque d'Angleterre impose le monopole d'émission de billets. Et là, les orfèvres sont mis en échec. C'est la fin du système des orfèvres. C'est désormais la Banque d'Angleterre publique qui va gérer les affaires monétaires. Voilà, et donc pour terminer le petit 3, euh, ça vous le lirez, c'est les formes actuelles de monnaie aujourd'hui. Donc voilà, vous avez la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire les pièces et les billets, qui les fabrique, voilà, qui les diffuse. Bon, ça c'est vraiment très descriptif, vous pouvez passer vite. D'ailleurs, je vais pas lire, hein, c'est vous qui regarderez. Voilà, donc on arrête là pour aujourd'hui. On continuera la semaine prochaine. Voilà, j'espère que vous allez bien et j'espère vous revoir très bientôt. Au revoir.